Voilà, ça y est. Maintenant, tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Bon, c'est uniquement pour usage interne. Alors, vous savez que ces intercessions, elles sont là vraiment, en fait, pour vous. Mmh. C'est pas, l'objectif n'est pas de vous apporter du contenu descendant ou en tout cas, peu, c'est pas l'objectif, c'est plutôt, en fait, de répondre à vos questions, d'être à l'écoute de, bah, voilà, de vos suggestions aussi, pourquoi pas. Et donc, l'ordre du jour de ce fait, il est ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez, nous dire: «Tiens, j'aimerais aborder, en fait, tel ou tel point, donc on va peut-être commencer par là». Et puis, enfin, après, après quand même, en fait, cette dit, comment vous allez, toutes, les uns les autres. Je vous propose de faire un petit passage, un petit point là-dessus. Comment vous vous sentez? Comment, par rapport justement à la régénération, en fait, que ça évoque pour vous finalement? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes plutôt en train de vous régénérer ou plutôt en train de vous dégénérer? Et donc, voilà, je vous propose de faire un petit point là-dessus et après on passe sur les points que vous souhaitez aborder et puis, on vous a envoyé, le chaînage logique de la phase de diagnostic, donc par rapport en fait, aux 2 premières sessions et donc, là aussi, vous l'avez reçu j'imagine, tout le monde? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, on le regardera ensemble et puis, surtout, voilà, si vous avez besoin d'explications, d'éléments complémentaires, ben, on vous les apportera. Voilà. Alors je sais pas qui veut commencer? Allez, on va prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, comment on va? Alors, je vais parler individuellement, puisqu'en fait, Anna, donc, Anna est chez Tikamoun aujourd'hui. On passe la journée ensemble et on l'a fini avec vous. Comment on va? En fait, chez Tikamoun, on a subi un traumatisme assez difficile. On a perdu quelqu'un de l'équipe il y a quelques semaines de ça. Et bah, c'est vrai qu'on a tous été très bouleversés par ce qui nous est arrivé. Euh, et ça nous a un peu déstabilisés pendant quelques temps. Et on retrouve tout doucement nos marques. Euh, donc, on n'a pas beaucoup avancé sur le sujet, aussi parce qu'on a plein d'autres thématiques qu'Arnaud exposera sans doute après. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion que, que je vous explique ça, et en même temps beaucoup de joie de vous retrouver. Bien, merci Benjamin. Oui, je prends la suite. Donc, bonjour à tous. Eh bien, moi, je vais bien. Donc, j'ai passé la journée ce matin aussi avec Arnaud et avec Benjamin, donc chez Tikamoun. C'était très enrichissant et énergisant et effectivement de discuter de tous ces projets, de toutes ces envies. Donc, ouais, vraiment une belle journée. Et qui se finit avec vous en plus. Donc, ouais, vraiment bien. Et peux comment prendre toi la suite. Ouais. comment tu vas toi, Moi, je Anna? vais bien. Bah oui, je vais bien. Je suis en forme. Super, merci. Je peux prendre la suite si vous voulez dans la continuité tikamounienne. Comme le disait Benjamin, on a vécu un vrai traumatisme ici, qu'une de nos plus jeunes et vertes de nos collaboratrices qui prenait son vélo matin et soir, malheureusement, a rencontré une portière et puis un camion. Et donc, ça a été un choc, on a eu du mal à y croire et on a été extrêmement ému, bousculé et solidaire dans tout ça. Et donc, on continue de travailler et on reprend le travail avec Camille dans le cœur. Voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que ça a été un grand choc pour toute l'entreprise. Et voilà, on va plutôt bien. Sinon, l'agenda est extrêmement chargé. En fait, j'ai passé une super matinée. J'étais très, très heureux d'avoir Anna chez nous parce que ça nous a permis de bien discuter ensemble. Et je suis ravi qu'Anna puisse prendre du temps pour nous, notamment pour découvrir le concret. Et, et je trouve que c'est vachement important de découvrir tout ce concret pour pouvoir prioriser et évaluer le réalisme de telle ou telle initiative.
et de se rendre compte aussi du rythme de l'entreprise, de la taille des équipes. Voilà. Et puis, voilà, on a eu des très belles discussions sur les services, sur la croissance. Ça nous a permis de bien exposer qui on était, vers quoi on allait. Voilà. Et très excité parce que avec Angélique, Assia et Benjamin et l'aide du comité central, on lance la CEC Hauts-de-France. Donc ça, c'est très excitant. Et voilà, j'ai quelques interventions dans les semaines qui viennent sur la thématique économie et écologie. Donc ça me fait des témoignages, donc ça me fait plaisir. Voilà. Et très content de vous retrouver. C'est partagé. Merci, Arnaud. Qui veut prendre la suite? Ouais, je peux prendre la suite. Nous, on est en train de moi, je suis en train de me régénérer. Super. Dans le sens où on a donc organisé, avec l'aide d'Angélique, que je remercie encore, notre séminaire cadre. Donc, il y avait 409 personnes qui ont été embarquées et qui ont démontré à notre président que non, il n'était pas trop tôt et non, on n'allait pas trop haut. Et qui attendaient ça avec impatience. Et il y a eu un petit jeu avec Eric qui était assez amusant, en fait, pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, Eric, une fois qu'il avait présenté le budget prévisionnel à 5 ans et tout un tas de choses, genre achat responsable, triple compta, etc. Donc, il y a eu un petit jeu à la fin en disant mais Eric, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 6 ans que j'attends ça. Qu'est-ce que c'est que tous ces nouveaux gros mots? T'es tombé sur la tête ou un truc comme ça, je ne sais même plus ce qu'on s'était dit qu'on disait, mais c'était amusant parce qu'après, en conclusion, il y a plein de gens qui ont dit, bah voilà, Bénédicte, ça faisait 6 ans qu'elle attendait ça. Nous, moi, ça fait la même chose, la même durée en fait. Donc, merci de le faire. Donc là, tout le monde est au taquet et tout le monde nous attend sur le modèle régénératif. D'accord. Donc voilà, maintenant, il va falloir qu'on aille un peu dans le concret. Donc, on a dit pudiquement que c'était des modèles qui étaient encore à décrire par les économistes. Mais alors, je me suis sentie un petit peu seule au moment de donner des exemples concrets de ce que ça veut dire, quoi. Ok. Voilà. Très bien. On est à booster. Mais ça se voit sur ton visage, Bénédicte, que tu es régénérée. Voilà, je te sens moins tendu qu'avant le séminaire. Bah oui, c'était super. chaud. Très bien. Je vais bien prendre le relais de Bénédicte, hein, puisque après Annecy, effectivement, embarqué sur Terre Idéale pour le séminaire. Donc, ça a été un mois de septembre jusqu'au séminaire assez dense pour justement embarquer ses collaborateurs. Et puis, et bravo à toi, Bénédicte, et à Eric, pour voilà, d'avoir posé des mots qui peuvent parfois paraître complexes, mais de les avoir fait entendus, et ils ont été écoutés et entendus et compris. Voilà, on a vraiment amené un chouette chose. Donc effectivement, un mois de septembre bien chargé, et là moi je vais super bien parce que moi j'ai été me régénérer là pendant 2 jours, complètement coupée de toute interaction, et c'est volontaire. Je fais ça une ou 2 fois par an, coupée même du téléphone, de tout, voilà, seule dans la nature, et c'est très régénératif d'aller chercher le rien pendant 48 heures. Donc là, je me sens bien régénérée, puis prête à continuer ces mois d'aventure. Voilà. Et puis avec Édouard, on a planifié notre rencontre pour avancer ensemble sur octobre. Donc on n'a pas trop avancé là pour le moment. Voilà. Ok. Super, merci Angélique. Eh ben, je vais prendre la suite. Merci Angélique. Donc, on a tout programmé. Moi, je suis en mode… Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je suis entre les deux. Je sais que je parle que de régénération. Et en tant que créatif, je parle de régénération sans trop maîtriser encore le concept, mais je me mets en danger face aux clients. Je présente ma feuille de route CEC j'ai essayé d'amener un peu plus de régénératif dedans, en tous les cas dans la partie indirecte. Qu'est-ce que je peux proposer aux clients? Je suis en train de constituer tout un écosystème à visée régénérative avec
des gens comme Reset, avec des gens comme de Circulab, pour proposer des vraies solutions régénératives, puis en tant que designer. J'ai exposé ma feuille de route aussi en interne, et cette feuille de route en interne, c'est la partie prenante moi qui me fait toujours plus peur, parce que on est des gens de concept, donc il y a pas mal de gens qui perçoivent ça comme un concept. Après le contributif, il y a le régénératif. Et donc, je pars à la conquête des clients et des projets où on peut amener un peu ces notions-là pour prouver en interne que c'est l'avenir du design chez nous. D'accord. Très bien. Sacré enjeu. Bravo. Je prends la suite. Oui, Stéphanie. Je suis très contente de vous revoir même en miniature sur un ordinateur. Moi, je suis bien régénérée parce que je reviens de 2 semaines de vacances. Donc, pour le coup, je ne peux pas être moins régénérée que ça. Par contre, niveau travail, forcément, je n'ai pas beaucoup avancé depuis. Surtout que mon retour a été très rythmé par la nouvelle offre de location qu'on a revue en fait sur la partie puériculture et enfants. En fait, on a un peu changé le modèle. Donc, ça a été rythmé principalement par ça ces 3 derniers jours. Mais on parle aussi beaucoup régénération. On commence à parler sobriété aussi, au lieu de croissance. Et donc, voilà, s'il y a des choses qui se mettent en place dans les idées, dans ce qu'on a envie de faire, et je sens une vague de choses très positives, en tout cas, qui peuvent s'annoncer, et ça, peu importe le résultat de la levée de fonds. Donc, je pense que ça, c'est un point qui m'anime beaucoup là en ce moment, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Super. Christophe, tu veux... Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous revoir, même si c'est à travers un écran. Moi, il y a 2 mouvements à moi. Il y a 2 mouvements en moi. Il y a un mouvement de grande joie, parce qu'au sein de Lumia, on est dans j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle phase de création, de créativité, avec de nouvelles personnes qui nous ont rejoints, et donc avec une énergie entrante nouvelle, et c'est très, très enthousiasmant. Et puis, on a eu la chance de faire rentrer de très, très belles personnes. Et il y a une phase en moi qui est un peu plus fatiguée, parce que j'ai un très, très gros rythme, un trop gros rythme, auquel j'aimerais pouvoir répondre par plus de calme et de douceur, mais malheureusement, les semaines qui viennent ne me permettront vraisemblablement pas de ralentir. Donc voilà, un petit point de vigilance sur le fait que il faut que je fasse attention, parce que je suis dans le rouge depuis un petit moment maintenant, et il ne faut pas quand même que ça dure trop longtemps. Mais globalement, je vais bien, je suis en forme, et j'ai quand même des temps de régénération en famille, le week-end, quand je fais des belles journées de travail comme aujourd'hui avec Bertrand. Ça me fout du vent dans les voiles. Voilà. Bon, merci Christophe. Donc moi, alors forcément, professionnellement, je vis globalement en fait ce que vit Christophe. Donc, je ne vais pas reprendre ces mots. Très, très content en fait de voir grossir l'équipe et de voir les renforts arriver pour travailler sur tous ces sujets. Donc, ça, c'est vraiment super. Et comme il l'a dit, avec des personnes qui vont nous apporter beaucoup. Donc, ça, c'est très bien. On a aussi des projets qui démarrent, en fait. Et donc, c'est toujours enthousiasmant aussi d'avoir des beaux projets, notamment sur les parties territoires en fait, qui se développent. Sachez d'ailleurs qu'on cherche un junior en fait, sur le sujet. Donc, si vous avez dans vos connaissances une personne qui voudrait s'intéresser à ces questions à l'échelle des territoires, on est tout à fait preneur de CV, et vous pouvez nous les adresser. Et puis, voilà, dans une phase, moi aussi, où effectivement, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses, en fait, même au niveau personnel, qui s'interconnectent. Mais en même temps, en fait, une certaine sérénité qui s'impose depuis quelques semaines, là,
Alors, je fais un travail de développement personnel qui doit sûrement commencer à porter ses fruits. Et je sens que je suis un peu plus serein, donc ça me va bien. Ça me va bien. Voilà. Alors, C'est à moi du coup, parce que je ne suis pas encore passé, donc je suis le ah dernier. oui, c'est vrai. Excuse-moi, on allait t'oublier. Camille. Non, mais j'ai quitté à un moment donné. Donc, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait du bien de retrouver cette famille autour des sujets qui me passionnent parce que, bon, en ce moment, je suis plutôt dans une zone de turbulence au niveau de mon travail, en vrai, suite à un changement de direction. Donc, c'est un peu compliqué. On va dire que l'économie régénérative est loin de leur préoccupation, qui est plutôt comment j'augmente la marge en 2023. Donc, effectivement, il y a une réorganisation qui va s'annoncer bientôt. Et voilà, bon, globalement, je ne sais pas si je vais encore avoir ma place au sein de ma société aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut me proposer. Je ne suis pas forcément en phase. Moi, ce que je souhaite faire, c'est vraiment pousser dans l'immobilier tout ce qui est autour du régénératif et la feuille de route qu'on a dessinée avec Astrid. Donc voilà, je suis dans ma zone de turbulence, donc j'essaie de ralentir aussi parce que du coup ça peut vite embarquer ça, et j'essaie de ralentir pour pouvoir la passer de manière la plus calme possible. Et voilà, et donc du coup je me nourris de l'actualité en ce moment sur l'économie de la décroissance, pas mal, avec la sortie du bouquin de Timothée Parric. J'ai une soirée sur la décroissance avec Vincent Léger la semaine prochaine. Voilà à quoi je me régénère en ce moment. Super, super. Chouette. Alors, on passe au deuxième point. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Enfin, quel point vous souhaitez qu'on aborde en fait ce soir? Alors, j'ai compris que voilà, vous n'aviez pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler sur les sujets entre les deux sessions. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des sujets qui semblent encore obscurs? Est-ce qu'il y a des choses où vous voudriez avoir un peu plus de visibilité? Moi, j'ai commencé du coup. On a fait une intercession avec Bénédicte là, il y a une semaine, ou c'était en début de semaine d'ailleurs même, c'était lundi, ouais, le temps passe vite. Et j'ai retravaillé un peu également les supports un peu en amont, et c'est vrai qu'il y a une thématique que je voudrais bien réaborder, c'est tout ce qui est la dynamique de performance. Ouais. C'est pas si limpide et si évident, et j'ai repris les supports et mes notes, et on en a parlé, mais on n'est pas vraiment rentré dans le détail de ce sujet-là. Et ensuite, je vois bien qu'on revoit, mais c'est peut-être l'idée de cette visio, c'est de revoir les documents que vous avez dernièrement envoyés, là, Bertrand, je crois. Oui. Tout le schéma global. Oui, donc ça c'est prévu qu'on en parle. OK, très bien. Je prends note parce que j'essaie de faire un compte rendu en live. Donc, c'est ça que je suis… Peut-être qu'on ne va pas les traiter directement en live. On prend tous les sujets pour voir s'il y en a qui se recoupent. Et puis, alors, on les abordera point à point, sachant que, comme je les note, on ne perdra rien de vue. Merci en tout cas pour tes points, Camille. Est-ce que vous avez d'autres éléments, Bénédicte? Ouais. Vas-y, Bénédicte. Moi, je n'ai pas une visibilité claire du contenu des sessions qui vont arriver. Je pense que Anna est tombée. Ça va, Anna? Ça a l'air d'aller. Ça faisait partie du show, en fait. Là, ça faisait partie du show. Pardon. Ouais, elle rigole, apparemment. Ouais. En fait, c'est un tabouret qui est un peu particulier et je crois que c'est peut-être aussi la fatigue. Pardon. En fait, Un tabouret Tikamoun, quoi. non, mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de casse. Mais non, même pas. Il y a un culbuto qui a culbuté. Un tabouret durable. Je plaisante. Non, c'est un tabouret un peu spécial. Et du coup, je me suis penchée un peu trop en arrière. Pardon. Pardon. Arnaud, à toi la parole. Bon, ça va. S'il n'y a pas de casse, on reprend. Bénédicte. Je la vois écrouler de rire, donc je n'étais pas très inquiète. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai pas une visibilité très claire du contenu des sessions qui nous attendent.
et de où on va, en fait. Et on en a parlé à plusieurs. Là, ça serait intéressant, en fait, de profiter, en fait, de la différence de secteurs dans nos activités, et puis, mais aussi la complémentarité, peut-être, en termes de feuille de route, que dans les exemples que vous prenez, ou en tout cas dans les exercices aussi qu'on fait, que finalement, on se les applique à nous-mêmes, et pas que entre consultants et entreprises, mais entre entreprises. Je ne sais pas si je suis claire. Si. Moi, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux choses, hein, sur la visibilité du programme, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'était que dans les exemples et dans les exercices, moi, je retirais plus de choses si, en fait, ils étaient plus adaptés à notre entreprise, mais à nos entreprises et ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle d'écosystème d'acteurs coopératifs, à la limite, d'imaginer que les 4 entreprises ont soit cet écosystème, et du coup, comment ça marcherait entre nous? Ok. Voilà, Très c'était clair. une idée. Parce que, voilà, c'est vraiment en travaillant sur la façon de retranscrire à des gens ce que je peux comprendre du régénératif. Et quand j'ai eu à monter sur scène pour expliquer un peu ce qu'on avait vu ensemble avec Bertrand, c'était avec beaucoup d'humilité, parce que il n'y a rien vraiment de concret encore à donner aux gens, et ce serait une façon peut-être de rendre les choses plus concrètes, quoi. Moi, ça m'aiderait. Très bien. Moi, je suis Arnaud, alignée avec Bénédicte et Camille sur ce coup-là. Et je rajouterais même que je ne sais pas si c'est possible à un moment aussi d'avoir des corrections des exercices qu'on fait, parce qu'on les fait un peu de notre côté avec nos consultants, mais on ne sait pas trop si vous auriez abordé ça exactement du même angle, et si on est sur la voie qui est juste, si on oublie des choses, parce que je pense que c'est souvent le cas. Donc, si je ne sais pas à quel moment, en fait, vous passez du côté un peu correction. Je pense que, je ne sais pas si c'est dans le programme aussi, si en fait, ce sera intégré à un moment où vous reprenez nos travaux et vous nous dites qu'on a loupé des trucs ou pas, quoi. Ok. Je suis un peu dans la même lignée. En fait, c'est juste que comme nous, on a un petit peu de retard à l'allumage du fait qu'on ait loupé la première session et qu'on a eu une rentrée bousculée, comment faire en sorte qu'on soit vraiment au rendez-vous pour notre session de fin novembre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. 23 et 24. Et oui, peut-être les grands thèmes, les grandes étapes des sessions, et aussi à la fin, qu'est-ce qu'on attend ensemble? Qu'est-ce qui va nous rendre heureux à la fin du parcours? Super, merci à toi, Arnaud. Alors moi aussi, je suis en phase avec le contenu des sessions à venir, effectivement, où je me questionnais. Et au regard de ce qu'on a préparé, effectivement, pour fin novembre, j'avais l'intention d'aller un cran plus loin sur les modèles économiques serviciels, enfin l'EFC. Et je me dis, mais tiens, où je vais, où est-ce que je trouve un bon bouquin ou une bonne personne? Donc, j'ai pris contact avec Jean-Sébastien Tronchon. Je sais qu'il est sur le truc pour qu'il m'en parle un peu plus. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait une bibliothèque ou d'autres choses qu'on pourrait se partager, un peu comme dans le WhatsApp où il y a eu le livre partagé que tout le monde lit en ce moment? Mais voilà, qu'est-ce que vous conseilleriez en plus de ce qu'on voit comme bibliothèque pour se documenter, aller un peu plus loin? Voilà, en plus de ce qui a été partagé là. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, donc je ne pense pas rajouter grand-chose. Moi, ma principale problématique, ce n'est pas un souhait abordé, hein, mais c'est ma principale problématique, c'est que je ne me sens pas mature pour en parler, et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me mets en danger à en parler. Parce que je veux que, non pas persuader, mais j'ai toujours cette notion de temps.
de problématiques. Je rencontre suffisamment d'entreprises et de marques qui me disent qu'ils ont une stratégie RSE et comment on l'applique. Je vois des boîtes conseils qui me sortent du régénératif partout, mais derrière, il n'y a pas de change maker, il n'y a pas de solution, il n'y a rien de tout ça. À ProDurable, ben, je pense qu'avec Anna, on a entendu qu'il fallait que le discours de la CLEC, on arrête avec le régénératif, parce qu'on parlait de RSE à papa, je me suis même fait engueuler. Mais je maintiens le fait que la régénération, aussi bien en termes dans une organisation que le vivant humain et non humain, moi, mon plus grand souhait, c'est j'ingurgite, je lis, et d'arriver au-delà de la feuille de route, que ça transforme tout un état d'esprit de mes collaborateurs, de ma petite personne, d'un écosystème. Et pour moi, ça doit devenir la raison d'être de l'archipel que je souhaite créer. Et donc, je cherche les mots simples pour expliquer l'impératif du régénératif. Et je suis tout à fait en phase avec… il se trouve qu'on sort de la CEC, et donc on a cette fameuse feuille de CEC où on nous a fait comprendre que finalement, on avait bien travaillé, mais qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, et ben, on a envie de les améliorer. Et je pense que là, autour de la table, il y a des bons élèves, et on a envie d'y aller. Et moi, j'ai vraiment envie d'apporter de la puissance à cette feuille de route. Et je sais que je peux le faire avec d'autres entreprises qui ne sont pas du secteur comme le mien, mais je sais aussi que je peux le faire en échangeant avec vous. La théorie, tout ça, je l'ingurgite. Je sais que je vais en sortir quelque chose, mais quand même, le contenu, je l'ai relu. Le contenu, il est quand même, voilà, il est académique. Et donc, merci. Mais j'aimerais bien, oui, qu'on se mette nos feuilles de route sur la table. Alors moi, je le fais avec Angélique, mais que justement, toutes nos modes qu'on se concentre un peu sur nos feuilles de route. D'accord. Ouais. Merci, Edouard. Je partage beaucoup de choses que tu as évoquées. On a effectivement rendu une version finalisée de notre feuille de route en tout début de semaine. Et comme je l'avais évoqué au début de la session de la dernière fois, on est au commencement de quelque chose qui nous emmène jusqu'à 2030. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir plus de questions, bien plus de questions qu'avant. Et avec Anna, on a exploré aujourd'hui beaucoup de sujets sur finalement qu'est-ce que c'est vraiment que le régénératif. Quand je suis rentré à la formation, on m'a posé la question, alors finalement, c'est quoi l'économie régénérative? Je n'ai pas été en mesure de faire une synthèse claire et suffisamment détaillée pour que ça soit compréhensible. Et je trouve que ce qu'on avait abordé, ça tournait beaucoup autour de l'EFC. Et ensemble, tout à l'heure, on a lu une définition qui était quelque chose de plus holistique. Et en fait, ça m'a semblé plus juste. Donc peut-être qu'il faut aussi élargir le sujet. Je trouvais ça intéressant. Et en fait, je pense que finalement, je n'ai pas encore toutes les réponses, et c'est normal parce qu'on est au début de la formation, mais je me sens un peu perdu. Voilà. Ok. Très bien. Moi, juste peut-être pour ajouter, je suis d'accord en fait de partir sur les… Parce qu'en fait, à chaque fois, on a vu des exemples. Si je reprends la CEC, il y a eu le camion, mais le camion, c'est un modèle à impact positif. Ce n'est pas un modèle régénératif en soi, parce qu'il n'y a pas de vivant, on n'en parle pas. Donc déjà, moi, en fait, ce qui manque, c'est qu'à chaque fois, on voit des bouts, mais on ne voit pas du coup le mapping de l'ensemble. Et dans les exemples qu'il y a eu précédemment, effectivement, soit on s'est arrêté à l'EFC. Après, il y a l'article qui donne des exemples, mais c'est qu'un bout, un morceau de l'entreprise qu'on peut qualifier de régénérative et pas forcément tout. Par exemple, d'ailleurs, on en parlait ce midi avec Arnaud, si on prend effectivement Pocheco, où c'est beaucoup sur effectivement les infrastructures. Et
Pour moi, est-ce que ça veut dire quand même que c'est quand même plus intéressant si on met dans le cœur business, le régénératif, plutôt que juste effectivement se contenter d'avoir des choses aussi plus sur les infrastructures. Donc, est-ce que c'est, et c'est un peu ça qu'on avait aussi posé comme question, nous, à la CEC, c'est plus je pense, les ordres ou les priorités. Qu'est-ce qui est peut-être le plus important à travailler dès le début, et peut-être que sur le schéma, c'est d'avoir un exemple type du début jusqu'à la fin, plutôt qu'avoir plein d'exemples un peu partout et qui donnerait en fait une vision de ce que, donc ça peut être un cas d'entreprise et voilà, avec soit un cas aussi peut-être que vous créez, peut-être un cas un peu fictif ou d'une entreprise qu'on pourrait imaginer et aller encore plus loin, plus après nous, nos cas, pour avoir quelque chose de plus détaillé. Parce que là, on a vu des exemples, mais on n'a pas vu après sur l'intégralité ce que ça donnait en fait. Alors que si on voit la méthode et qui se construit au fur et à mesure avec un exemple, elle était le modèle initial et comment le modèle, on le transforme. Et par exemple, moi, j'aimerais bien, par exemple, le cas de Renault. Pourquoi Renault, on ne va pas jusqu'au régénératif avec ce cas-là? Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter pour dire qu'il serait régénératif? Parce qu'on l'a présenté à la SEC, mais il se transforme avec des preuves d'impact, etc. Mais il n'a rien de régénératif en soi. En tout cas, voilà. Donc, il faut quand même peut-être tirer le fil, je ne sais pas, sur ce volet-là, ou peut-être imaginer sur un cas. Ok, super. Je ne sais plus si tout le monde est passé. Je crois que oui. Alors, enfin, merci déjà en fait pour toutes vos remarques. Ça fait suite de toute façon aux remarques que vous nous aviez fait, soit directement quand on a clôturé lors de la dernière session, soit aussi des échanges que moi j'ai pu avoir dans le train avec certains d'entre vous, ou autour d'un verre avec Arnaud et Benjamin. Donc voilà, donc on les entend, et c'est vrai que on a, comme on vous l'a dit, hein, c'est une formation aussi, et Arnaud m'avait fait la remarque d'ailleurs quand on était à Lyon, et on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est qu'en fait c'est une formation qui se construit avec vous. Donc tout ce que vous nous dites là, en fait, pour nous, c'est super, parce que ça nous permet d'orienter la session 3. Ça répond aussi en partie, en fait, peut-être à ce que vous disiez sur qu'est-ce qu'on va faire en session 3, session 3, 4, session 5. Nous, en fait, ce n'est pas prédéterminé. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en fonction de, même si on a des choses en tête et on les a écrites dans le programme, mais on n'a pas prédéterminé les choses en se disant, tiens, en fait, ça, c'est à tel moment, enfin, sauf, il y a un ordre logique quand même, mais on s'adapte en fait à vos besoins aussi et à la façon dont vous avez besoin en fait d'avancer. C'est peut-être un peu particulier. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors attendez, je change de vidéo parce que je suis avec Christophe dans la même salle. Bougez pas. Donc ça, c'est un point d'explication. Et donc, on entend bien ce que vous dites pour justement réajuster pour la session 3 et pour la 4 et la 5. Voilà. Donc, c'est super de nous faire ces retours parce que ça va justement nous permettre de mieux caler en fait nos interventions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, de manière générale, et puis on rentrera dans le détail de chacune de vos interrogations. De manière générale, effectivement, je crois qu'on a, on avance un peu en marchant sur le sujet du régénératif. Hein. Vous avez été plusieurs à dire que, et toi en particulier, Édouard, tu as dit, Édouard et Benjamin aussi, je pense, que le régénératif est un champ émergent. Et donc, comme tout champ émergent, on avance en marchant. Maintenant, nous, on avance plutôt bien et plutôt vite. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. On a l'impression de faire des sauts, en tout cas, dans l'articulation et dans la construction du référentiel sur l'économie régénérative. Et on a hâte de mettre tout ça en discussion avec vous. Par rapport aux besoins que tu as exprimés, Bénédicte, qui étaient relayés par d'autres, quels sont les éléments que l'on va voir dans les sessions suivantes? On peut vous donner à voir les sujets qu'on va aborder, parce qu'il y a toute une série de sujets qu'on a déjà préfigurés et qui vont être à l'agenda de nos séances suivantes.
Et puis, comme Bertrand l'a dit, il y a une part de non prédéterminé aujourd'hui. Et même la séquence, en fait, on ne l'a pas complètement prédéterminée, puisqu'elle dépendra largement de la manière dont vous nous interpellez sur le sujet. Sur ce par quoi tu as terminé, Anna, le fait d'avoir un cas, effectivement, on a beaucoup, nous, avancé sur le décortiquage de cas régénératifs. Sur base du travail qu'on avait fait en session 2, je vous le dis déjà, mais on ne va pas rentrer dans le contenu maintenant, puisque ça fera l'objet d'élaboration lors de notre prochaine rencontre à Paris. Mais vous nous aviez pas mal challengé et vous aviez fait beaucoup de contributions extrêmement utiles sur l'article. Et au-delà de vos contributions, on a eu beaucoup d'autres retours. Et donc, on a quand même pas mal revu la copie. On a été sur quelque chose de plus essentiel, de plus concentré. Pour l'instant, on a distillé les 17 principes en 10 principes qui nous paraissent aujourd'hui être beaucoup plus solides, beaucoup plus costauds. Et on a passé la moulinette des cas à ces différents principes. Et on constate qu'en fait, on a aujourd'hui quelques entreprises, alors très peu, hein, mais on a quelques entreprises qui cochent toutes les cases. Donc, on pourrait dire, bah, celles-là, elles sont vraiment, authentiquement, pleinement régénératives sur tous les périmètres. Donc, on partagera ça avec vous. Donc, ça peut peut-être être un moyen, Anna, de répondre à ton interpellation et au-delà, à chacune et chacun d'entre vous, d'avoir une photo globale de ce qu'est une entreprise régénérative. Je retiens l'idée de tirer sur un cas, de reprendre un cas et de tirer sur le fil. Je pense que ça, ce serait vraiment une manière intéressante de le faire. Alors, il faudrait probablement en prendre 2 des cas. Il faudrait prendre le cas d'une entreprise qui soit reliée au vivant et une entreprise qui ne le serait pas. Idéalement, il faudrait même en prendre 3, parce qu'il faudrait prendre une entreprise reliée au vivant, une entreprise industrielle déconnectée du vivant et une entreprise de service déconnectée du vivant. Et je pense que là, on aura un chouette panorama. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment intéressant à avoir à l'esprit. Et je pense que c'est clairement quelque chose sur lequel on va plancher pour pouvoir construire ça tous ensemble. Voilà. Et puis alors, je vous propose qu'on prenne les différentes questions thématiques que vous avez introduites les unes derrière les autres, si ça vous convient, sauf si vous voulez d'ores et déjà réagir à ce que Bertrand et moi on vient d'exprimer. Peut-être aussi, bonjour Thomas et Christophe. Est-ce que vous souhaitez qu'on aborde des points particuliers? Alors, je sais que vous n'avez pas forcément entendu ce qu'ont dit les autres, mais dans notre réponse, vous avez peut-être un peu saisi. Bonjour à tous d'abord et pardon pour ce retard. Alors moi personnellement, c'est toujours un petit peu la même logique, c'est-à-dire que donc là on travaille pour la 3e session, donc par rapport à ce qu'on a vu sur session 2. Et c'est vrai qu'en reprenant en disant à quoi on est censé arriver. Donc là, c'était mieux exprimé et on est quand même censé arriver à un plan d'action. Voilà. Mais j'ai eu du mal à reprendre, même à reprendre tous les différents exercices. En tout cas, c'est comme ça que vous les avez appelés. Tous les différents exercices qui permettent de nourrir ce plan d'action-là. Donc moi, ce qui m'aurait plu, de manière très simple, c'est juste une reprise synthétique des différentes choses qu'on a faites et peut-être avec une explication de chaque exercice, voilà en quoi ça peut contribuer à l'élaboration de votre plan d'action. Okay. Merci pour ça, Thomas. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Oui, le sentiment que j'ai eu, on a fait une réunion là, intermédiaire avec Sophie et Thomas, et on a démarré la réunion en ne sachant pas exactement ce qu'on devrait faire vraiment. Et je pense que sur les intercessions, enfin sur les, peut-être qu'on manque un peu de guidelines. Il me semble, moi, je suis pas forcément toujours très diligent à préparer ce genre de choses, donc mais Thomas et Sophie qui me sont étaient quand même arrivés un peu aussi sans trop de billes. Peut-être qu'on pourrait avoir besoin, enfin, il me semble qu'on pourrait avoir besoin de directives un tout petit peu plus précises sur ce qu'on pourrait faire en préparation
intermédiaire, mais peut-être que moi je passe à côté de quelque chose. Et juste pour rebondir sur le cas, en fait, ça aurait été assez utile d'avoir un exemple de plan d'action tel que vous l'entendez. Ok. Du coup, on a fait des choses, mais finalement, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était les bonnes questions qu'il fallait se poser? Est-ce que c'était la bonne étape? On manquait peut-être un peu de billes là-dessus. D'accord. Ok, ça marche. On reprend les points un à un. Le premier. Le premier, c'était sur la dynamique de performance. Oui, Camille, tu voulais qu'on revienne sur la dynamique de performance et revoir les différents documents qu'on a envoyés qui, du coup, peuvent peut-être apporter des éléments de réponse à Thomas et à Christophe. La dynamique de performance, c'est quoi? C'est ce que vous avez implicitement ou explicitement intérêt à mettre en œuvre pour accroître votre chiffre d'affaires et ou votre rentabilité. Donc, en gros, au regard de votre modèle économique, qu'est-ce que votre modèle économique raconte comme action, mesure, logique que vous avez intérêt à mettre en œuvre pour faire en sorte que votre modèle économique dégage plus de valeur monétaire. Ça, c'est la dynamique de performance. Donc, aujourd'hui, moi, quand je vois un modèle économique, et en particulier quand je regarde l'étage création de valeur et monétisation de la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que je vends et comment je me rémunère sur ce que je vends, je peux en dériver un ensemble de rationnels. D'abord, est-ce que ma dynamique de performance, elle est fondée sur une dynamique de volume ou sur une dynamique de gain d'efficience? Et ce sont deux dynamiques qui sont totalement différentes. Quand je suis sur une dynamique de volume, j'ai, comme le nom l'indique, un intérêt économique à mettre en marché le plus de volume de produits possible dans une équation de maîtrise des coûts versus capacité, au regard de mon positionnement, à aller chercher le prix le plus élevé dans ma catégorie de positionnement. Okay. Et donc, on voit qu'il y a un rationnel. Et puis, quand on va regarder les paramètres de marché derrière, on va se dire, bah, tiens, est-ce que le marché il est saturé ou pas saturé? Dans un marché en très forte croissance, bah, je vais me mettre dans la roue de la croissance du marché et je vais essayer d'avoir une part de marché fixe dans un marché qui croît. Dans un marché qui, à l'inverse, est à maturité et qui est vraiment un marché établi, bah, je vais plutôt essayer d'aller conquérir de la part de marché parce que c'est la manière dont je vais me développer. Et donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à mettre en œuvre pour conquérir de la part de marché, etc., etc., etc. Dans un modèle économique de type modèle économique d'économie de la fonctionnalité de la coopération, on casse complètement la logique de performance, puisque la logique de performance réside moins sur le volume que sur la capacité à générer des gains d'efficience pour peu que j'arrive à les monétiser dans mon contrat. Et donc, on voit que les logiques sont plus du tout les mêmes. Dans le premier cas, j'ai intérêt à vendre le plus de choses. Dans le deuxième cas, j'ai plus forcément intérêt à vendre le plus de choses. Je vais davantage piloter l'entreprise par la rentabilité plutôt que par le chiffre d'affaires. Parce que potentiellement, je peux avoir des réductions parfois significatives de chiffre d'affaires, mais avec des rentabilités qui vont s'augmenter de manière extrêmement importante. On peut avoir des augmentations de rentabilité juste faramineuses, en fait. Et donc, les rationnels ne sont plus du tout les mêmes. Donc, la dynamique de performance, c'est ça. C'est au regard de la configuration de mon modèle économique, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Qu'est-ce que mon modèle économique me raconte? Et ça, vous devez avoir une posture très froide de votre modèle économique. C'est-à-dire que vous devez mettre les valeurs de l'entreprise de côté. Parce qu'à un moment donné, quand le contexte il se tend ou quand les personnes elles changent, c'est le rationnel du modèle économique qui dicte la dynamique de performance beaucoup plus que les valeurs de l'entreprise. Alors, je ne dis pas que les valeurs n'ont pas de rôle, hein, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elles jouent un rôle absolument essentiel, mais la dynamique de performance et la dynamique de marché dans laquelle vous vous situez
qui est la résultante de l'expression du modèle économique et de l'examen froid du modèle économique, doit quand même rester prioritaire sur la compréhension de la dynamique de performance. Est-ce que ce que je viens de vous raconter là, c'est plus clair? Ou est-ce que vous avez des questions corollaires? Et je m'adresse à toi en particulier, Camille, mais c'est une question qui vaut pour tout le monde. Ouais, ben, en fait, c'est quand on regarde par exemple des groupes comme LVMH ou autres, où en fait, j'avais noté à la première session, je crois, que la dynamique de performance, c'était la marque. Tu vois, il y a aussi une notion de volume quelque part pour ces entreprises par rapport à leur modèle économique, mais la dynamique de performance, c'était la marque. Évidemment, c'est un secteur de luxe. Clairement, c'est la capacité à valoriser l'immatériel. La dynamique de performance du secteur du luxe, c'est la capacité à valoriser monétairement l'immatériel. Donc, c'est comment est-ce que je vais donner une valeur immatérielle extrêmement forte à mes produits via des qualités intrinsèques, via des codes sociaux, via de la consommation statutaire et ostentatoire, via la raréfaction d'une offre éventuellement, via un positionnement prix très très élevé qui va de ce fait témoigner d'une forme d'exclusivité et qui renvoie à de la consommation statutaire. Et donc la dynamique de performance dans le luxe, oui, c'est la capacité à créer de l'immatériel et à le monétiser. Clairement. Et quand on regarde, alors LVMH, il faut regarder les différentes BU, mais si tu regardes par exemple Champagne, hein, la maison Moët Hennessy, bah, eux, c'est clairement pas le volume puisque le volume, il est plafonné. Le volume, il est plafonné et aujourd'hui, il y a des quotas. Donc, c'est une appellation protégée, le champagne. Donc, il n'y a que en Champagne qu'on peut en faire. Et il y a des quotas déterminés par le syndicat. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas un potentiel de croissance en volume illimité, puisque par définition, le nombre de bouteilles est plafonné. Donc, la seule manière pour eux de se développer, c'est par la valeur, donc par l'immatériel. Mais du coup, ce faisant, c'est bien par le côté prix alors. Plus tu valorises ton immatériel, plus tu peux augmenter tes prix. C'est par le côté. Alors, la traduction monétaire de ça, c'est effectivement des prix très élevés. Des prix très élevés et des marges faramineuses. Donc, effectivement, c'est la traduction monétaire d'une capacité à valoriser l'immatériel. Mais ce qui se pilote opérationnellement, c'est bien l'immatériel. C'est la marque, la communication, le rêve que tu vas générer autour de la marque, l'ensemble des éléments de statut que tu vas pouvoir projeter dans la construction de la marque. C'est l'exclusivité, c'est s'adosser à des stars qui font rêver. Et donc, opérationnellement, tu pilotes par la marque et monétairement, la traduction, c'est le prix. Et du coup, si on regarde cette dynamique de performance, vu qu'elle n'est pas volumique, tu peux considérer qu'elle est pas régénérative parce que, en tout cas, elle n'a pas vocation à accroître son impact. Quel est le côté négatif de cette impact? Quel est le côté impact négatif de cette dynamique de performance? Ah ben là, on doit regarder la manière dont… là, on doit regarder l'organisation de la production. C'est essentiellement ça qu'on va devoir regarder quand on descend dans le régénératif. Parce que par principe, cette dynamique de performance, elle n'est pas fondamentalement dégénérative. Elle est régénérative ou dégénérative en fonction de la qualité avec laquelle les choses se font. Oui, c'est ça. Et donc, tu peux avoir… on voit aujourd'hui chez Moët Hennessy, on l'avait rapidement évoqué, hein, on voit aujourd'hui une inflexion vers la viticulture régénérative. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en train très clairement de mettre les bouchées doubles sur l'évaluation des modes de production agricole dans la vigne vers la régénération. Donc là, effectivement, la qualité avec laquelle ils mettent un process en œuvre est régénératif sur le plan du carbone, est régénératif sur le plan de la biodiversité, est régénératif sur le plan de l'eau, est régénératif sur le plan du cycle de l'azote et sur le cycle du phosphore, et régénératif sur le plan des nouvelles entités, hein, toutes des limites qui sont dépassées. Maintenant, est-ce que ça suffit à rendre le modèle LVMH, ou plus exactement Moët Hennessy, parce que LVMH, c'est trop diversifié que pour l'aborder de manière monobloc, est-ce que ça suffit à rendre le modèle économique régénératif? Non.
Ça ne suffit pas à rendre le modèle régénératif. Pourquoi? Parce qu'ils ont un modèle économique de production centralisée versus décentralisation mondiale de la consommation, avec des impacts environnementaux. Aujourd'hui, ils ont deux gros postes au niveau, si je ne regarde que le carbone, deux gros postes carbone. Ils ont la bouteille et ils ont le transport. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas régénératifs sur le cycle du carbone, par exemple. Quand bien même ils mettent en œuvre des pratiques régénératives dans les champs. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui prêts à… et la dynamique de performance est probablement un verrou. La dynamique de performance, c'est quoi? C'est la valeur de l'immatériel. Donc, le mot champagne, aujourd'hui, il a une valeur folle. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors même qu'ils produisent des vins pétillants à l'autre bout du monde, au Chili, en Chine, ils ont des vignobles aujourd'hui en Amérique du Sud, en Californie et en Chine, en Asie, qui produisent des vins objectivement de qualité identique. Mais ils ne peuvent pas mettre le mot champagne sur la bouteille. Et donc là, on voit que la dynamique de performance, elle empêche de faire évoluer le modèle vers une dynamique qui soit plus régénérative, un modèle économique plus régénératif, parce que ça vient toucher à ce qu'ils considèrent être l'actif immatériel le plus précieux, à savoir la marque, et le mot champagne est absolument indispensable pour irriguer la marque. Donc, on voit que là, la dynamique de performance, elle vient à contre de la possibilité du modèle d'évoluer de manière plus ambitieuse vers le régénératif. Ok. Tout ce qu'on se dit est enregistré, hein, donc vous pourrez encore, vous pourrez reprendre ça aussi si vous le voulez posément. Tu vois, là, du coup, c'est dans ce genre de discussion, ça serait intéressant que vous preniez l'une des 4 entreprises pour illustrer, pour que nous, on arrive tout de suite à raccrocher à nos problématiques à nous. Eh bien, prenons le cas d'une de vos entreprises. On peut prendre le cas de n'importe laquelle de vos entreprises. Vous voulez qu'on regarde laquelle? On peut prendre Edouard, par exemple. Si je peux me permettre, en gros, on tourne en rond, mais on aimerait avoir beaucoup de privilèges que ce soit Bertrand ou toi qui nous aidiez aussi sur la feuille de route. Je ne sais pas si je suis très clair dans… C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir un moment où on se pose vraiment sur nos feuilles de route, parce que moi, avec tout le travail que je vais faire avec Angélique, ça va nous poser plein de questions et tout ça, mais j'aimerais, non pas la certifier Lumia, mais si on a nos feuilles de route, et je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait cette formation, et qu'aller plus loin que tout ce qu'on pourrait lire, et qu'à un moment donné, vous attrapiez notre feuille de route, et puis vous les challengez. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer de faire. C'est que vous les présentiez et que nous, on les challenge. En fait. Vous les présentez devant tout le groupe et que nous, on les challenge devant tout le groupe. Et ça, effectivement, ça pourrait être quelque chose qui serait apprenant pour tout le monde, en fait. Mais juste, en fait, quand nous, on prépare en fait, des interventions, ce qu'on essaie de savoir, c'est avoir un minimum, effectivement, d'informations. Donc là, si vous voulez présenter, vous présentez votre entreprise, c'est bien. Mais on s'appuie aussi, et c'est pour ça, sur des éléments de diagnostic. Donc, tout ce qu'on vous a dit en fait en amont pour réaliser le diagnostic, c'est utile. Parce que sinon, en fait, on est un peu hors sol. Hein. Donc, l'objectif, c'est ça aussi, c'est de construire les choses au fur et à mesure pour avoir la réponse en fait, la plus adaptée possible. Je rebondis là-dessus, effectivement, et ça reprend un élément que vous avez été plusieurs à mentionner. C'est le chaînage logique, c'est où est-ce que finalement tous ces exercices ils nous emmènent. Alors, c'est le sens du document que Bertrand vous a envoyé il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez reçu ce document, si vous avez eu le temps de le lire. L'idée de ce document, c'était précisément de vous retisser le fil, en fait, de remettre le fil entre toutes les analyses pour voir comment, en fait, la construction d'un diagnostic permet de renforcer en fait les problématiques à résoudre et de ce fait la mise en œuvre d'une feuille de route qui adresse les bonnes problématiques. Parce que le risque, quand on fait ça de manière exclusivement intuitive et que ce n'est pas baqué par les analyses que vous devez mettre en œuvre au niveau du diagnostic, enfin qu'on vous a proposé de mettre en œuvre au niveau du diagnostic, c'est qu'on reste à un niveau de superficialité ou à des a priori qui peuvent nous amener ensuite à adresser des sujets qu'on pense être le bon, alors même que ne sont pas forcément les plus importants. Et que vous n'adressiez pas les portes d'entrée les plus critiques.
Par exemple, on voit des bilans carbone, nous, si je ne regarde que le carbone, on voit des bilans carbone et on se rend compte que les entreprises ont mis en place des chantiers de transformation sur des sujets qui ne sont pas critiques. C'est des sujets qui pèsent peu sur le bilan carbone. Et ça, je ne regarde que le sujet du carbone. Quand on introduit la systémie du lien entre carbone, biodiversité, sol, etc., ben on se rend compte que les enjeux, ils passent à côté. Donc, effectivement, Bertrand a raison de dire cette feuille de route, vous devez d'abord et avant tout la challenger à l'aune de votre diagnostic. Avant même que nous, on passe à travers, votre diagnostic doit la repasser à la moulinette, en fait, pour voir si ce que vous aviez construit sur des analyses qui pouvaient peut-être être parfois intuitives ou insuffisamment appuyées sur de la donnée dure, est-ce que quand je la confronte à de la donnée dure, est-ce que les hypothèses que j'ai faites dans la construction de ma feuille de route sont les bonnes hypothèses ou est-ce qu'en fait, il y a des hypothèses qui doivent être retravaillées? Et une fois que vous aurez tiré ce fil-là et que vous aurez, le cas échéant, retravaillé la feuille de route en conséquence, et ben là, je pense que nous, on sera là aussi pour la challenger. Enfin, ça peut être un mouvement en parallèle, évidemment. Mais je pense que c'est important de se réappuyer sur les analyses et même pour nous. Sinon, on la challenge sur base d'un ensemble de présupposés qui ne sont peut-être pas suffisamment solides et on risque de taper à côté. Hein. Je rebondis sur ta proposition de regarder la dynamique de performance des entreprises. Si Edouard ayant voté en touche, je prends relais, entre guillemets. La dynamique de performance de Riveneur. Nous, notre dynamique de performance qui est parce qu'on est dans l'accompagnement des entreprises dans la transition, ce qu'on perçoit la dynamique de performance qui est la nôtre, c'est une dynamique de performance volumique, puisqu'il faut accompagner le plus grand nombre d'entreprises, mais aussi une dynamique de performance qui est liée à la profondeur jusqu'à laquelle on va accompagner chaque client, parce qu'on peut faire un accompagnement léger jusqu'à un accompagnement stratégique au long cours. Dans une démarche qui est la nôtre, qui est par nature impact, on est une activité qui est native impact, comment tu appréhendes, est-ce que cette dynamique de performance, elle peut poser problème et être compliquée pour aller jusqu'à une logique régénérative? Je te donne des exemples. Alors, il faudrait que je rentre davantage dans l'ensemble des produits qui sont les vôtres et la manière dont vous les contractualisez. Si je regarde le conseil, le modèle classique du conseil, c'est de la facturation jour homme. C'est la facturation, je veux dire que la très grande majorité des cabinets de conseil aujourd'hui mettent en œuvre. Donc, effectivement, là, tu as un intérêt économique à vendre le plus de jours hommes possible par rapport à une enveloppe. Tu as intérêt à essayer de créer alors, il y a des effets pernicieux. Si je regarde froidement la dynamique de performance, tu as intérêt à rendre le client dépendant de toi. Tu as intérêt à aller au plus profond du profond du profond du profond, parce que forcément, ça va prendre plus de temps. Rien dans ton modèle économique ne t'oblige à de l'impact, sauf en termes réputationnels. Effectivement, l'impact que tu auras va faciliter la dynamique commerciale parce que tu auras des jolies histoires à raconter et donc va faciliter le recrutement des clients suivants dont tu as besoin pour alimenter la pompe des jours hommes. Donc, quelque part, quand je dis que rien n'incite à l'impact, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on voit que la question de l'impact relève davantage d'une question marketing et commerciale que d'une question véritablement d'ordre de développement monétaire de l'activité. Et donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est une dynamique vertueuse ou est-ce que c'est une dynamique pas vertueuse? À nouveau, ça dépend de la qualité avec laquelle on le fait, mais il y a clairement des dynamiques qui peuvent être plus vertueuses.
La dynamique plus vertueuse, c'est déjà de dire, ben, on va avoir… il y a quelques cabinets de conseil qui disent, ben, nous, on a une offre, on a un abonnement mensuel. J'en connais quelques-uns. Il y a une boîte comme ça à Lille. Elle pose des abonnements mensuels. Et avec cet abonnement mensuel, il y a un droit de tirage. Alors, en fonction du forfait, il y a un droit de tirage qui est capé ou illimité. Et donc là, bah, tu changes complètement la logique du modèle. Parce que là, toi, tu as un intérêt à autonomiser le client au maximum. Tu as intérêt à ce qu'il puisse trouver le plus vite possible les réponses aux questions qu'il se pose. Et tu as un intérêt à avoir une valeur ajoutée maximale quand tu interviens. Donc, on voit que la dynamique de performance elle est toute différente. Alors, par rapport à la nature du métier, par rapport à l'objet même de ce sur quoi porte le conseil, par rapport au type de relation client qu'on a envie d'entretenir, est-ce que la première dynamique est meilleure que la seconde? Bah, ça s'interroge. Et puis, il y en a qui disent, bah, nous, on va intégrer l'impact dans notre fee. Ça veut dire qu'on aura un mode de rémunération mixte où on aura une part de rémunération fixe, jour homme, mais à un taux plus faible que le taux qu'on aurait pratiqué si on avait uniquement construit un modèle économique jour homme. Et on va construire sa marge sur la capacité avec un bonus-malus, pour la capacité à développer toute une série d'impacts. Et là, ça pose toute la question de l'évaluation des impacts. Et comment on les met en évidence, comment on les objective, quel est le décalage de temps aussi entre la mission et l'impact. Donc, ça marche bien sur certains types de prestations de conseil. Ça marche moins bien pour des prestations de conseil qui sont beaucoup plus stratégiques, avec des pas de temps qui sont beaucoup plus longs, sauf à trouver des éléments qui ne sont pas des impacts de ce que la mission va générer comme mise en œuvre, mais par exemple, ce que la mission va générer auprès des parties prenantes qui auront été en lien avec le cabinet. Et là, on voit que c'est de nouveau une autre manière de contractualiser et c'est de nouveau une autre dynamique de performance. Vous n'allez pas du tout vous comporter de la même manière avec le client et vous n'allez pas gérer les missions en interne de la même manière avec cette contractualisation plutôt qu'avec la contractualisation initiale ou la contractualisation par abonnement que j'ai évoquée. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on fait bouger les modes de rémunération et donc la nature de l'offre, parce que l'offre ne se présente plus de la même manière au client, bah, tout le rationnel derrière, c'est plus le même. Voilà. Ok, merci. Alors, si vous voulez, on peut peut-être passer sur la suite, parce que, mais bon, on pourra revenir, hein, de toute façon, on n'a pas fini de se voir. Il y a un des sujets qui était aussi en fait la correction en fait des exercices. Et c'est vrai que souvent, vous l'avez vu, on était un peu pris par le temps. Mais on va y revenir. C'est-à-dire que là, et c'est pour ça que le mécénage était intéressant, c'est de se dire, OK, donc maintenant, on va poser les choses, puisque effectivement, l'objectif, c'est quand même de travailler sur, sans parler des feuilles de route, mais de travailler en fait sur chacun des cas des entreprises présentes. Hein. C'était un peu la particularité d'ailleurs en fait de cette formation, c'est qu'on travaille sur du réel. Et donc, on va travailler effectivement sur vos cas plus précis. Les 2 premières sessions, on était obligé d'introduire quand même pas mal de concepts. Et puis, ce que l'on a peut-être aussi oublié de vous dire, mais c'est parce qu'en fait, là aussi, c'est quelque chose qui est toujours en construction, c'est qu'on réfléchit aussi à la façon d'y aller en fait, sur le régénératif. C'est-à-dire qu'en fait, on passe pas, on switche pas en fait d'une entreprise avec un modèle classique à un modèle régénératif directement. On passe aussi par justement des logiques servicielles et ensuite potentiellement vers le régénératif. Ouais, ça c'est intéressant Bertrand, parce que clairement, moi, ça c'est des sujets pour lesquels on m'a questionné. Ouais, mais d'accord, une feuille de route régénérative, comment on fait? On doit croître quand même, créer plus de marge. Donc, d'avoir une stratégie régénérative et puis de continuer à faire comme on fait, ça soulève quelques questions au sein des entreprises en fait. Alors, on commence à voir justement apparaître les modèles, l'articulation, et ça va peut-être d'abord me permettre de répondre très rapidement à l'interpellation d'Angélique
enfin, la demande d'Angélique, besoin d'aller un cran plus loin dans les modèles économiques de l'EFC. Alors, c'est très bien que tu as appelé Jean-Seb. Je le connais très bien et c'est une bonne ressource. Est-ce qu'on a des conseils ou une bibliothèque sur le sujet? Alors oui, on pourra vous donner des ressources. Moi, j'ai écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Donc, je pourrais vous en donner les références. Il y a plein d'autres gens très intéressants qui ont écrit des choses sur le sujet. Et puis, après, il faut juste me dire, enfin, j'ai à peu près 500 articles scientifiques sur l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de la fonctionnalité de la coopération dans mon PC. Donc, il faut me dire jusqu'à quelle granularité vous voulez que je vous alimente. Parce que je peux vous donner quelques ouvrages de référence, et puis je peux vous donner des trucs pour aller beaucoup plus loin. Voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, oui, ça, sans aucune difficulté, je pourrais mettre des choses à votre disposition. Et on avait évoqué aussi l'idée de créer une ressourcerie partagée dans laquelle les uns et les autres pourraient amener en fait des ressources. Et donc, vous-même, vous avez peut-être des lectures que vous avez déjà faites, etc., et qui pourront être utilement contributives. Moi, en tout cas, je prends le point et je créerai déjà la première section de la ressourcerie sur des premiers éléments de l'EFC. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, si je reviens, Camille, à ce que tu disais, et ça aussi, c'est un point qu'on va aborder la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on va commencer à travailler sur les chaînages entre les dynamiques servicielles et les dynamiques régénératives. Aujourd'hui, on vous les a présentés comme étant deux mouvements qui sont distincts, mais il faut bien évidemment les chaîner les unes par rapport aux autres. Et il faut aller vers des modèles serviciels à visée régénérative. Alors, si je viens sur ton point, Camille, il est absolument fondamental. Le serviciel, quand c'est bien fait, il est susceptible de développer plus de marge. On a des cas, alors j'ai des cas à la fois que je peux partager avec vous, et puis j'ai malheureusement beaucoup de cas confidentiels, mais je pourrais essayer de les anonymiser. J'ai des cas où les progressions de rentabilité, ça a été phénoménal. La rentabilité a été améliorée dans certains cas d'un facteur 6. J'ai des rentabilités qui ont été améliorées. Donc, quand je dis d'un facteur 6, c'est multiplié par 6. J'ai des cas d'entreprise où la rentabilité a été améliorée d'un facteur 10. Multiplication par 10. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer un surcroît de marge qui est colossal. Et cette marge, on peut décider de l'attribuer et de la partager à l'amont et à l'aval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je vais générer beaucoup plus de valeur, je peux partager cette marge en partie vers mes clients via des réductions de prix pour veiller à ce que l'accès aux produits ou aux solutions que je mets en œuvre par l'économie de la fonctionnalité de la coopération soit beaucoup plus avantageux pour eux. Et donc que les modèles serviciels soient perçus comme autant beaucoup plus attractifs que les modèles classiques. Ça, c'est un premier partage de marge vers le client pour aligner de l'intérêt. Et le deuxième élément, c'est sur l'amont. Et c'est là qu'on commence à rentrer sur des logiques régénératives. Parce que sur l'amont, ça veut dire que je peux remonter dans ma chaîne de valeur, je peux remonter jusqu'à des points de connexion avec le vivant pour, là aussi, dans la capacité économique à assumer le surcoût de certaines logiques, soit une qualité accrue dans la chaîne de valeur par certains fournisseurs qui vont chercher à la monétiser, mais je serai en capacité de le faire, ou soit via le soutien à des démarches plus expérimentales. Donc, on voit apparaître des logiques de chaînage qui peuvent se mettre en œuvre et qui permettent de commencer à articuler le serviciel avec le régénératif. Donc là, il faudra que je vous explique tout ça beaucoup plus en détail. On le fera lors des prochaines séances. Et donc, il y a des chaînages logiques. Et c'est pour ça qu'on a passé aussi un peu de temps sur le serviciel. C'est parce que quand vous êtes une entreprise qui n'est pas connectée au vivant, comme c'est le cas de plusieurs entreprises parmi vous, c'est d'ailleurs le cas de la quasi-totalité, en fait, sauf Terre Idéal, où vous avez parmi votre portefeuille d'activités, des activités en prise directe avec le vivant. Pour tous les autres, vous êtes déconnectés. Et donc, ça veut dire que les modèles serviciels, vous en avez tous besoin. Vous en avez tous besoin pour pouvoir réduire l'impact négatif de vos activités. Et donc, il faut trouver les modalités de mise en œuvre et les modalités d'exécution. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet-là comme complément par rapport
par rapport à la fois à ton questionnement, Angélique, et par rapport à ta remarque, Camille. Bertrand, juste une question. Tu considères que Tikamoon n'est pas connecté au vivant malgré le… Parce qu'en fait, sans bois, on ne fait rien. Nous. Oui, mais vous n'êtes pas un exploitant forestier. Vous n'êtes pas un exploitant. En fait, vous êtes connecté au vivant par votre chaîne de valeur. OK. Tu vois, mais vous, en tant que tel, vous n'êtes pas… L'écosystème n'est pas votre facteur, n'est pas un facteur de production. OK, très clair. On est directement connecté au vivant quand l'écosystème est son principal facteur de production. Et donc, vous, par contre, vous êtes très proche du vivant. Vous êtes beaucoup plus proche du vivant que l'activité construction de Bénédicte. Parce que dans votre chaîne de valeur, il suffit de faire un pas pour être dans le vivant. Alors qu'avec Bénédicte, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que les matériaux, c'est de l'inerte, parce qu'il y a très peu de vie, il y a très peu de biologie dans un bâtiment aujourd'hui. Donc forcément, le niveau de déconnexion, il est beaucoup plus loin. Mais oui, Tikamoon n'est pas une entreprise directement connectée au vivant. OK. Merci. Mais vous vous y connectez très vite par votre chaîne de valeur. Vous êtes connecté à un cran, ce qui est plutôt très chouette en fait. Et votre principale matière première est une matière biosourcée à très forte valeur et très fort potentiel régénératif. Donc forcément, on projette plus facilement ce que veut dire le régénératif dans une entreprise comme Tikamoon que dans certaines des activités de Terre idéale. Je vous propose de passer à la question suivante parce que le temps passe aussi. Et il y a beaucoup de questions. Alors, il y avait une question sur qu'attend-on à la fin du parcours? En fait, moi, j'aurais presque envie de vous retourner la question. C'est à la fin du parcours, voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a deux choses différentes et nous entendons ça. C'est pour les entreprises, c'est peut-être d'avoir la feuille de route challenger, peut-être d'avoir une direction, un plan d'action qui permette en fait d'aller vers ce régénératif. Et pour les consultants, et on entend bien aussi la différence de questions, mais c'est normal. C'est plus en fait en termes de méthode, en termes d'exemple, en termes de voilà. Enfin, c'est un tout petit peu différent. Mais à la rigueur, enfin, moi je dirais, c'est à vous de nous dire en fait là où vous voulez aller. Moi, peut-être juste avant de vous donner la parole, je dirais peut-être quand même il y a quelques éléments. Je pense que déjà, Édouard, il a apporté des éléments de réponse à certains éléments. Édouard, il a dit une chose très importante, il a dit on doit être capable de parler de l'économie régénérative et des modèles régénératifs de manière simple. Donc déjà, pour moi, un point de sortie, c'est vous devez être capable d'expliquer clairement à votre tante, votre neveu, votre tata, tout ce qu'on veut, ce qu'est l'économie régénérative et elle doit pouvoir comprendre ce que c'est. Donc ça, c'est un point de sortie qui vaut aussi bien pour les consultants, consultantes que pour les entreprises. Le deuxième élément, c'est que, alors là, au niveau entreprise, pour moi, dans les entreprises, vous devez sortir avec une compréhension de comment ça peut s'appliquer à votre cas d'entreprise. Vous devez savoir quelles sont les portes d'entrée qui sont pertinentes pour vous et les portes qui ne marchent pas pour vous. Celles qui ont du potentiel et celles qui n'en ont pas, ou peu. Et donc, les fils sur lesquels il convient de tirer prioritairement. Ça me paraît absolument fondamental. Vous devez pouvoir sortir avec ça. Troisième élément, vous devez pouvoir comprendre et initier, vous devez plus exactement pouvoir initier les premières séquences d'un plan de transformation. C'est de dire, nous, si on veut transformer notre organisation vers du régénératif, par quoi on commence? C'est quoi les premières étapes qui risquent d'être les plus intéressantes, les plus pertinentes, les plus prometteuses? Et vous, les accompagnateurs, accompagnatrices, les consultants, consultantes, vous devez pouvoir accompagner ces mouvements. C'est-à-dire que vous devez être capable d'amener une entreprise ici autour de la table et demain dans vos interventions futures. Vous devez être capable, de poser un bon diagnostic, 2, d'amener l'entreprise à se poser les bonnes questions, 3, de définir les contours d'une feuille de route de transformation stratégique qui intègre les bons enjeux, 4, d'aider l'entreprise à identifier ses portes d'entrée et la manière de tirer les premiers fils. Et pour ça, vous avez besoin d'éléments de méthode, d'outils et donc de leur bonne appropriation. Parce que si vous avez des outils mais que vous ne les êtes pas appropriés,
forcément, on est passé à côté d'un truc essentiel. Donc, moi, déjà, si on a déjà tout ça à la fin, je me dirais on aura fait un joli chemin ensemble. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, peut-être que vous avez des attentes supplémentaires qu'on sera peut-être capable de satisfaire et peut-être qu'il y en a qu'on ne sera pas capable de satisfaire. Donc là, je vous réouvre les micros. En tous les cas, moi, je suis très content de ne pas être consultant. Et peut-être que les consultants se disent « Oh, qu'est-ce qu'on a de la chance de ne pas être dirigeant d'entreprise !» Moi, en tout cas, ça répond à mes attentes. D'accord. Super. Et est-ce que ça répond à vos attentes les uns et les autres? Pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir fait tout le chemin de questionnement objectif, lucide, pour trouver le meilleur chemin vers le régénératif. Mais avoir pu investiguer, décortiquer les différentes pistes avec une vraie lucidité, en fait, et vraiment sans a priori. Et nous, on est extrêmement motivés, mais qu'on ait un chemin à la fin qui soit consolidé et réaliste. Consolidé et réaliste. Et sans a priori au départ, quoi. Moi, je suis toujours un peu gêné sur bah voilà, la solution, ça va être le serviciel. Ben, je ne sais pas, en fait. En fait, je ne sais pas et je voudrais bien faire le chemin. Et ouais, c'est à la fin de bien comprendre ce que c'est que moi, je puisse parler et être questionné et être challengé sur notre assertion. Nous, on s'oriente vers le régénératif, pouvoir bien expliquer ce que c'est, en quoi en quoi ça va consister et pouvoir aussi parfois déminer les impostures, en fait, puisque j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se saisir du terme très, très rapidement, qu'on soit extrêmement bien équipé pour pouvoir défendre pourquoi notre chemin il est crédible et ambitieux, et aussi comment déminer les assertions trop faciles des gens qui vont choper le mot un peu trop rapidement. C'est déjà commencé. Moi, je compléterai par rapport à ce que tu as dit, Christophe. Je suis assez d'accord avec ces objectifs-là me paraissent intéressants, mais moi j'en ai un peu plus global. Enfin, j'en ai deux en fait. C'est sortir de cette formation en ayant compris quel était le modèle économique vers lequel je dois faire tendre mon entreprise. C'est que être capable de me dire le modèle économique régénératif de Rive-Neuve demain doit m'amener à ça. C'est ça vers ça que je dois aller. Donc d'en avoir compris. Et j'aimerais, parce qu'on a aussi cette casquette consultant, on a les deux, je me mets côté consultant, j'aimerais aussi être en capacité de visualiser ce que serait un modèle économique régénératif dans un certain nombre de cas pratiques, un certain nombre de secteurs d'activité. On les verra pas tous, mais suffisamment pour être capable, un peu comme tu en es capable aujourd'hui, Christophe, intuitivement ou pas forcément intuitivement, mais en tout cas de façon assez rapide, de façon assez macro, de me dire le modèle économique d'une entreprise qui est dans tel secteur devrait tendre vers ça. Après, il faudra l'affiner, mais être en capacité d'avoir un peu un horizon autour duquel je vais pouvoir travailler, quoi. Et parce que moi j'ai cette façon de fonctionner, comme tu en parles souvent, un peu global, c'est que j'ai besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble avant de rentrer dans le détail. Et moi, c'est comme ça que je verrais les choses. Si je pouvais partir de là avec ça, ça serait extraordinaire. Ok. Alors ça, je crois que ce sera pas. Ça me paraît être un objectif très atteignable. Ok.
Et je pense que déjà, on le fera en challengeant vos feuilles de route. Donc déjà, on a plusieurs secteurs qui sont représentés, qui sont très différents les uns des autres. Et ensuite, effectivement, nous, à chaque fois qu'on est sur un cas d'entreprise, puisque vous savez qu'on travaille quand même beaucoup en lien avec les entreprises, eh ben forcément, on essaie de se préfigurer déjà, de se raconter déjà l'histoire. En fait. Quelle pourrait être l'histoire d'un modèle économique régénératif ou les étapes par lesquelles on pourrait passer pour tendre vers du régénératif. Et alors, on n'a pas toutes les réponses. Hein, et il y a des entreprises où on n'arrive pas à les projeter complètement vers du régénératif, mais on a quand même chaque fois des choses, on a des images en tête à chaque fois, pour tout. Donc, on essaiera de partager ça le plus possible avec vous. Christophe, Bertrand, moi je me pose la question, et je ne suis pas certain qu'on pourra le faire dans cette formation, mais est-ce que on pourrait arriver à une compréhension d'une performance de rémunération? C'est-à-dire qu'on sait qu'on a réorienté une entreprise, a priori elle a le bon modèle d'affaires, et dans quelle mesure cette entreprise, après un certain temps, a effectivement régénéré les écosystèmes et les communautés humaines autour d'elle. Alors ça, donc, juste que j'ai bien compris, tu as utilisé le mot de performance de régénération, c'est ça? Hein? Ouais. Okay, d'accord. Je ne sais pas si on la qualifiera de manière pleine et entière, mais je pense qu'on aura quand même beaucoup de billes, oui. Je pense. Ok. Parce que ça, ce serait juste derrière, si nous tous, nous arrivons justement à appliquer ce qu'on se dit et à tourner nos modèles d'affaires vers du régénératif, ce sera intéressant de regarder l'évolution après au long cours. Tout à fait. Écoute, en tout cas, le point est noté et je pense qu'on aura des éléments de réponse. Okay. Alors, on pourrait peut-être pas tout objectiver parce que la question de l'évaluation, parce que ça renvoie aussi à la question de l'évaluation. La question de l'évaluation, il y a des sujets qui sont pas trop compliqués et puis il y a des sujets qui sont effroyablement compliqués. Donc, on n'aura pas toutes les réponses, en tout cas sur les dynamiques évaluatives, mais on aura quand même, ouais, des trucs. Je suis assez confiant quant au fait qu'on sorte avec une première bonne idée de ce qu'on pourrait, de comment on pourrait distinguer différents niveaux de performance en matière de régénération, même si je ne suis pas certain qu'on utilisera le mot de performance à ce moment-là, mais ça, c'est un autre sujet. Okay. Il y avait le chaînage. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui posaient sur le chaînage logique. Donc, peut-être que c'est pas mal que Bertrand vous représente ce qui vous est envoyé, sauf à ce que vous ayez un élément plus urgent. Ou... J'ai l'impression que quand je relis un peu ce que vous avez demandé, j'ai l'impression que… Alors, Anna, tu disais avoir toute la photo d'une entreprise régénérative. Ça, c'est vraiment un point intéressant et je le prends et on va vraiment tirer dessus. Je pense que c'est surtout maintenant voilà, l'articulation, le chaînage, etc. Donc, c'est peut-être le bon moment pour que Bertrand vous retisse un peu le travail mené jusqu'ici. Ça vous va? Donc, ce travail-là, et je remercie Thomas et notamment Charlène, il est lié, mais Christophe, je sais qu'il était dans la réflexion aussi, mais peut-être d'autres. Il est né justement de vos difficultés à faire le lien peut-être avec ce qu'on vous présentait et là où on voulait arriver. Et donc, parce que comme le disait Christophe, on n'a pas tous et toutes la même façon en fait de réfléchir. Et voilà, on a des personnes qui ont une réflexion en arborescence, d'autres qui l'ont plus linéaire. Et donc, on a essayé, parce que nous, on a plus, comme l'avait dit Christophe aussi, on a malheureusement tous les deux, on fonctionne de la même façon, c'était en arborescence. Et donc, on a sûrement oublié, en fait, voilà, et mis de côté un peu cette façon linéaire de réfléchir. Et donc, on a essayé de rebâtir ça. Et donc, j'ai fait une séance de travail avec Thomas et Charlène, justement, pour
pour essayer de construire un chaînage qui paraisse le plus logique possible. Donc, on a eu des échanges très intéressants. Je pense que Thomas et Charlène, d'ailleurs, pourront compléter, parce qu'on a encore une autre séance de travail, mais qui va arriver après l'intercession. Voilà, donc peut-être qu'on vous présentera encore d'autres choses. Et là, ça sera peut-être Thomas et Charlène, d'ailleurs, qui présenteront. On verra. Mais moi, j'ai voulu mettre sur le papier en fait, des choses justement dans cette logique de vous aider là pour le temps qui nous reste jusqu'à la prochaine session, d'organiser les choses. Donc, je vous ai mis, et aussi parce que moi aussi, de temps en temps, j'ai besoin d'une vision globale, comme Christophe, mais Christophe Caille. C'est-à-dire que je vous ai mis ce qu'on, dans un premier temps, en fait, on vous a présenté. On vous les a présentés de façon peut-être un peu, pas dans cet ordre logique, mais c'est comme ça, en fait, qu'il faut le voir. C'est que, dans un premier temps, on a des choses sur le modèle actuel et ses différentes dimensions. Donc, ça, vous l'avez bien compris, parce qu'effectivement, on doit changer, on doit aller vers ces modèles serviciels à visée régénérative. On a des choses qui sont aussi sur les communautés humaines et puis sur les écosystèmes, mais qui sont en fait d'ordre un peu général. C'est-à-dire que là, nous, si je reprends en fait nos interventions, quand on fait une intervention en COMEX et en CODIR, on le fait lors de la première journée, et vous voyez, on reste à des niveaux en fait de connaissances qui sont pas très fins, mais qui permettent en fait une prise de conscience en interne. Parce que souvent, en fait, l'entreprise ne se pose pas la question en fait, de savoir quels sont les écosystèmes sur lesquels elle agit et dont elle dépend. Elle bénéficie de produits, etc., qu'elle va acheter à d'autres, mais elle ne regarde pas en fait, finalement ce qu'elle impacte. Et le deuxième plan, et on avait commencé aussi, parce qu'on avait essayé de vous présenter ça déjà en fait, dès la première session, c'était de dire comment on objective ça, comment en fait, on vient renforcer ça, et sur quoi on va pouvoir s'appuyer aussi. Donc là, il y a la cartographie des externalités positives et négatives. Moi, j'avais noté aussi, lors de mon entretien avec Charlène et puis Thomas, qu'on devait refaire une passe aussi sur ce sujet-là, parce que ça reste encore un peu flou pour vous. On vous a présenté un petit peu la méthode focale, mais peut-être pas suffisamment en détail. Donc ça, il faudrait peut-être qu'on y revienne. Voilà. Il y a l'efficience monétaire. Donc ça, par contre, a priori, je crois que la matrice qu'on vous a fournie permet de répondre assez correctement en fait, à ce sujet-là. Et puis, quand on regarde les communautés humaines, eh bien, en fait, on a le bilan social, on a le rapport RSE. Quand on est sur les écosystèmes, ben, voilà, on peut regarder l'empreinte biodiversité, même si on a vu que pour l'instant, on n'a pas forcément d'outils qui permettent de faire un diagnostic relativement fin ou intéressant sans passer par des études importantes. Bon, l'empreinte climatique, ça, vous savez, avec le bilan carbone, et ça, c'est presque un incontournable. Et puis, je vous avais montré comment passer de l'empreinte climatique à l'empreinte matière et à l'empreinte hydrique. Et donc, comment on peut utiliser ces éléments, finalement, issus des données du bilan carbone. Donc, tout ça, en fait, c'est pour objectiver, finalement, en fait, des prises de conscience qu'on a eues avant. Et ensuite, en fait, il y a effectivement les points de sortie. Et les points de sortie, ben, pour le modèle actuel, c'est la dynamique de performance. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Pour le bilan social, c'est les enjeux sociaux et les impacts qu'on peut avoir. Et puis, sur les écosystèmes, c'est bien sûr les limites planétaires et les impacts qu'on a par rapport à ces limites planétaires. Et donc, ce qui est fait en fait, dans les outils, avec les outils diagnostiques, etc., en fait, c'est pour venir qualifier, finalement, avec des données plutôt quantitatives, mais il y a aussi des données qualitatives, notamment sur la partie sociale. On vient qualifier ces enjeux. Et tout ça nous donne en fait les moyens de dresser la matrice d'éco-socio-compatibilité, c'est-à-dire de regarder qui est compatible, incompatible, ce qui peut l'être si on le fait évoluer. Et donc, voilà. Mais je vais redétailler après, mais c'est pour vous donner en fait cette vision globale. La matrice d'éco-socio-compatibilité, c'est un point en fait relativement important pour ensuite mener la stratégie et ensuite le plan d'action. Hop, j'essaie de passer, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà.
Donc, sur le modèle actuel, on reprend, on vous avait refait une petite passe sur c'est quoi un modèle économique avec en fait ses composantes, depuis la raison d'être voilà, jusqu'à la monétisation et le partage de la valeur. Et à partir en fait des limites du modèle, on interroge quoi? On interroge le sens, on interroge aussi, comme on l'a dit, l'approche volumique et les unités de facturation, parce que quand on commence à aller dans le serviciel, on est sorti de cette approche volumique et c'est les unités de facturation qui sont intéressantes. Et puis les externalités, là on interroge les effets et plus les causes. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait de ce qu'avait dit Christophe sur le sujet. Donc tout ça pour nous permettre d'aller définir cette dynamique de performance économique. Si je prends les impacts sociaux, donc il y a les communautés humaines dont l'entreprise dépend et celles sur lesquelles elle agit, alors directement et indirectement. Et donc le bilan social, bien lui, en fait, c'est uniquement des données relatives aux collaborateurs. Finalement, en fait, c'est ce qui se passe au sein même de l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise. Puis le rapport RSE, c'est à l'échelle de l'entreprise, donc, mais aussi d'autres parties prenantes ou d'autres communautés. On fait bien, nous, la distinction entre parties prenantes et communauté humaine, je le répète par rapport à ce qu'on avait dit, c'est que les parties prenantes, c'est celles qui sont impliquées, qui sont engagées en fait dans le projet, dans le produit, etc. Et les communautés humaines, en fait, c'est toutes les communautés qui peuvent bénéficier ou au contraire, en fait, subir les effets en fait, de l'activité de l'entreprise. Donc, en fait, ce n'est pas forcément lié. Là, on pourrait reparler d'externalité. Ce n'est pas des effets forcément voulus, mais parfois, ça l'est. Et donc ça, voilà, on a ces données-là qui nous permettent de définir en fait les enjeux sociaux et les impacts sur les ODD sociaux. Sur la partie environnementale, je vais passer vite, on en a parlé. Donc là aussi, c'est les écosystèmes. Et donc, il y a les impacts directs, les impacts indirects. Et il y a les effets directs et indirects. Et donc là, bon, on a l'empreinte biodiversité. Donc, ce que j'étudie actuellement, en fait, plusieurs méthodes d'analyse des écosystèmes, enfin, de la biodiversité, pardon, de l'impact de l'entreprise sur la biodiversité. Il y a plusieurs méthodes. Beaucoup passent quand même par des aspects pression, état, réponse, donc ce qu'ils appellent le PER. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un premier, je dirais, accès qui permet en fait de faire prendre conscience aux gens en fait des pressions qu'on peut exercer. Donc par rapport aux différents, aux 5 aux 5 effets sur la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Donc ça, c'est relativement simple à faire. Il y a des bases de données qui existent, etc. Ce n'est pas toujours très précis, mais on peut essayer de faire quelque chose. Mais pour moi, c'est plus de la prise de conscience. Et ensuite, on vous l'avait dit, ce qu'il faudrait travailler, c'est l'évaluation des services écosystémiques de soutien et de régulation. Parce qu'en fait, c'est ceux qui permettent justement au reste en fait, de fonctionner. Comme on s'appuie sur le vivant, c'est ce qu'il faut renforcer ou favoriser. Mais ça, on y reviendra, les services écosystémiques, on y reviendra en fait plus en détail, justement avec les outils d'évaluation. L'empreinte climatique, bon, ça vous savez, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, en fait, aussi voir quels sont les seuils incompressibles. Parce que c'est toujours compliqué en fait, de se dire en fait, quel est ce seuil incompressible. Et donc, il y a quand même une attention à porter à ces seuils. L'empreinte matière ressources, donc là, l'intérêt, c'est d'évaluer notamment la criticité des ressources, c'est-à-dire est-ce que mes ressources sont en quantité limitée et si j'en manque, quels seront en fait les impacts sur mon activité. Donc ça, c'est relativement important, mais on pourrait aussi se poser d'autres questions sur les impacts eux-mêmes des ressources sur la biodiversité, par exemple. Et l'empreinte hydrique, voilà, c'était là sur la ressource hydrique aussi, indirectement, quels impacts on a sur tout ça. Donc tout ça, pareil, pour définir en fait ces enjeux sur
ces enjeux environnementaux et sur les limites planétaires. Avec ça, on est en capacité de dresser en fait cette matrice d'éco-socio-compatibilité. Alors, je remercie d'ailleurs. J'ai pompé un peu en fait sur ce qui avait été fait pour Greenwiz. J'ai trouvé que le graphisme était bien, donc je me suis permis de le reprendre. Je ne sais pas si c'est Charlène, si c'est Thomas ou si c'est Stéphanie. C'est un mélange des deux. Mais c'est un bon. mélange. Merci. Oui. Bertrand, est-ce que tu veux nous montrer des slides parce qu'il n'y a rien à l'écran en fait? Ah, bah oui, je vous montre des slides. Nous, on les a. Non, on les voit, ouais, effectivement. Vous voyez les slides? J'étais sur le même diaporama, en fait. Je n'ai pas changé de diaporama. On les voit aussi, Arnaud. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je n'ai pas de slides. Si tu les as pas, reprends ce que j'ai envoyé. Ah, ok, très bien. Non, c'est bon. C'est parce que j'avais pas la bonne config d'affichage. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Donc, voilà, donc cette matrice d'éco-socio-compatibilité, donc comme je l'ai dit, il y a effectivement ce qui est complètement incompatible. Par exemple, si je prends en fait les entités nouvelles, si mon produit c'est des entités nouvelles, normalement c'est incompatible avec la régénération. Donc ça, en fait, je devrais y travailler. On a souvent le cas, nous, en fait, dans les entreprises dans lesquelles on intervient. Il y a en fait ce que je peux maintenir et ce que je peux développer. Et donc, en fait, ce qui a un potentiel régénératif et sur lequel, en fait, j'ai intérêt, en fait, à mettre l'accent. Alors, soit c'est déjà existant, soit c'est à développer. Et puis, il y a ce qui peut avoir, en fait, des impacts négatifs, mais que je peux rendre acceptables si je m'oriente vers les seuils incompressibles dont on vient de parler. Avec ça, avec cette matrice, avec l'innovation en fait sur les modèles éco, avec les points d'entrée vers le régénératif qu'on vous a présenté lors de la deuxième session et les principes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur 10 principes que 17. Eh bien, en fait, on doit être en capacité de définir une stratégie régénérative pour l'entreprise. Et une fois que cette stratégie est définie, on s'est fixé en fait des objectifs, on a défini les grandes orientations, ce qu'on voulait faire, sur quoi on veut travailler, mais en fait, on décline un plan d'action. Et ce plan d'action, bien sûr, en fait, il est vraiment en fonction de l'entreprise, de son secteur, de ses écosystèmes, des écosystèmes dans lesquels elle est ou dans lesquels elle doit rentrer, les nouvelles coopérations qu'elle doit engager. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de choses derrière ces plans d'action. Aussi, voilà, des éléments de mesure, comment on va faire pour mesurer finalement en fait, les impacts de ces actions. Donc, c'est pas si simple, voilà. Je ne sais plus si je l'avais dit à certains ou si j'ai déjà dit, mais pour moi, un plan d'action, en fait, c'est quand on a, bon, bien sûr, défini quelle est l'action, mais on a aussi un pilote, voilà, qui va travailler sur ces sujets-là. On a donc l'écosystème dans lequel en fait rentre ce plan, cette action. On a les bons éléments budgétaires, combien ça va coûter, mais combien ça peut rapporter aussi. Donc voilà, enfin il y a un certain nombre de. Et puis aussi, j'ai oublié quand même en fait, qui est important, c'est aussi le calendrier. C'est ce qu'on fixe, finalement en fait dans le temps. Bertrand, oui. Bertrand, du coup, donc ça c'est la partie qu'on n'avait pas vue ensemble et que j'ai découverte. Oui. Du coup, j'ai deux questions moi sur cette slide précise. Les principes régénératifs, tu les mets en haut et en bas. Donc, tu utilises les principes régénératifs pour formuler ta stratégie et tu les réutilises pour contrôler ta mise en œuvre du plan d'action. Exactement. D'accord, mais enfin, du coup, si tu les as utilisés déjà pour faire ta stratégie, est-ce que c'est pas déjà intégré? Enfin, pourquoi est-ce que tu les remets Eh bien, en fait, pour vérifier, en fait, simple, parce que finalement, alors c'est vrai qu'on a tout ça, c'est lié à nos réflexions depuis qu'on vous a vu. On était bien sur les 17 principes, on est sur 10 principes aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, en fait, ce qui n'était pas le cas à l'époque, on dit en fait qu'une entreprise régénérative, elle coche les 10 principes. Oui. Donc, ça veut dire que mon action,
si possible, elle doit aussi cocher en fait les 10 principes. D'accord, mais ça, est-ce que c'est pas du coup construit comme ça? Tu as construit ton plan d'action parce que tu as dit là, très bien en haut. Oui, mais en fait, c'est construit comme ça, mais justement, en fait, on reboucle dans la mise en œuvre pour vérifier qu'on respecte bien ça. Et j'aurais pu le mettre avec évaluation, si tu veux. Ça peut être la première thématique de l'évaluation. D'accord. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce qu'on a un modèle de ce que c'est qu'une stratégie régénérative? Ça ressemble à quoi, en fait, quand on exprime une stratégie régénérative? Alors, un modèle en tant que tel, tout va dépendre en fait de l'entreprise. La stratégie, en fait, c'est vers où je veux aller. Pour moi, tu compléteras, Christophe. Vers où je veux aller, sur quoi je m'appuie et quels sont les moyens que je mets en œuvre. Okay. Ça, c'est un cadre, très bien. Voilà. Et en fait, c'est toujours la même question. Donc, si on a un modèle, on a un cadre, après décliner justement un exemple. Voilà, des gens qui ont posé leur stratégie régénérative et ça ressemble à ça. Je pense que là, typiquement, l'exemple, et il parlera à celles et ceux qui ont participé à la CEC, la stratégie régénérative, c'est la construction d'une feuille de route de transformation stratégique de l'entreprise à horizon 2030. Je pensais à ça, en fait. Parce que pour moi, tu vois, l'exemple de feuille de route CEC, j'aime beaucoup. Parce que tu vois, j'ai un cadre, voilà, je sais quelles sont les différentes cases que je dois adresser, je sais à peu près à quoi ça ressemble, et voilà, ça, c'est ma stratégie régénérative. Ok, impeccable. Oui, toi, c'était la forme, en fait. Ouais, c'est concrètement. D'accord, j'avais pas compris. Je comprends bien ce que c'est que ça stratégie, mais on va la faire sortir. Oui, on peut qualifier la forme que prendrait une feuille de route à visée régénérative. Ouais. Et là, on pourrait repartir de ce qui a été fait au niveau de la CEC, mais en modifiant quand même certains éléments. Je suis d'accord. D'accord. Et du coup, pour reboucler, où se situe la question générative qui était… Dans la stratégie. En fait, c'est dans la définition du problème. Oui, mais du coup, c'est dans la stratégie parce que… Ça fait partie de la stratégie. Tu vois, mais dans les slides, tu vois, dans les slides d'avant, on ne retrouve pas la façon dont tu nous as fait construire la question générative, alors que ça a été la base de toutes les feuilles de route. En fait, c'est le point d'entrée de la construction de ta stratégie. Quand tu reviens ici, au point de sortie, le point de sortie de ta matrice d'éco-socio, une fois que tu as la matrice d'éco-socio-compatibilité, et une fois que tu as tous les éléments diagnostiques, tu as normalement, tu as de quoi poser la question générative comme point d'entrée de la construction de ta feuille de route. Et tu vois, mais ici, en fait, on va pouvoir probablement déjà mieux la baliser en travaillant sur la matrice d'éco-socio-compatibilité, en travaillant sur les points d'entrée vers le régénératif, en travaillant sur l'innovation de modèle économique, en travaillant sur les principes régénératifs. Je pense qu'on va peut-être même gagner du temps et aller plus vite directement sur les sujets de transformation. Mais la question générative, on va la retrouver comme premier élément de la stratégie régénérative. C'est l'intention stratégique, en fait. Ouais, la question générative, c'est l'intention stratégique, puisqu'elle exprime l'ensemble des enjeux qu'il faut pouvoir rencontrer, et sa formulation positive, elle pose l'intention stratégique de l'entreprise. Je suis d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord qu'il manque une diapo du coup, parce que ça, en tout cas nous, ça nous a quand même pris 6 sessions, donc. Elle est intégrée dans la stratégie, donc on pourrait maintenant décliner, on pourrait reventiler ce qu'on met dans stratégie régénérative. Et là, tu retrouverais effectivement la question générative. Du coup, Christophe, Bertrand, je me fais un peu le poil à gratter. Si le livrable qu'on a fait, d'accord, entre la session 1 et la session 2, c'était la matrice d'éco-socio-compatibilité. Et on a repassé du temps d'un point de vue théorique pour reparler des innovations de modèles économiques, donc avec les modèles serviciels et les modèles EFC,
On a pris du temps pour regarder les différents points d'entrée vers le régénératif et encore une fois, je serai assez preneur de qu'on se fasse une liste en fait, des différents points d'entrée. Et on a passé du temps pour parler de l'article et donc des fameux principes régénératifs. Donc, on a fait ces 3 derniers points. Du coup, est-ce que ce sur quoi on devrait bosser là maintenant, entre les 2 sessions, c'est pas reposer ces 3 points avant même potentiellement de travailler sur la stratégie en tant que telle, parce que on n'a pas encore vu, effectivement, pas tout le monde, je pense, n'a vu le modèle de la feuille de route CEC, à quoi elle ressemble. Et est-ce que la livraison du plan d'action, c'est pas encore, en fait, bien plus tard, c'est pas dans 2 ou 3 sessions? Enfin, dans ce qu'on vous a demandé par rapport au plan d'action, c'était simplement en fait de regarder de façon intuitive ce que les points d'entrée pouvaient entraîner. Donc en fait, c'est pas le plan d'action lui-même, en fait, ce qu'on vous a demandé. C'était de dire, parce que justement, on va s'appuyer sur les éléments. Enfin, on ne fait pas du diagnostic pour du diagnostic. On va s'appuyer sur les éléments. Donc ça, en fait, c'est sur quoi on peut s'appuyer quand on a travaillé sur ces points d'entrée. D'accord. Sachant que là, aujourd'hui, on a encore… Mais ça, c'était de façon intuitive. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore tous du travail sur ces points d'entrée et les principes régénératifs de nos modèles. Non, vous les avez pas, on les a pas approfondis encore, pas du tout. Ils doivent être retravaillés. Vous devez clairement les retravailler, ceux-là. Donc, on va revenir dessus, on va reboucler dessus. Donc ça on va le… Aujourd'hui, vous devriez être capable d'avoir une matrice d'éco-socio-compatibilité qui tient les rails. Les points d'entrée vers le régénératif, on les a évoqués, mais je pense qu'il faudra qu'on revienne dessus. Vous aviez commencé à Annecy à travailler un peu, à identifier quels étaient les points d'entrée qui étaient pertinents par rapport à chacune de vos entreprises. Innovation de modèle économique, la question c'est de savoir si aujourd'hui, dans les modèles serviciels, vous avez des éléments de point d'appui pour pouvoir penser une dynamique de transformation. Et les principes régénératifs, on reviendra dessus, puisque ça, on ne les a pas travaillés. On les a juste introduits rapidement et, comme je le disais tout à l'heure, sur base de vos retours, plus des retours de toute une série d'autres parties prenantes à qui on avait envoyé notre article, on a pas mal retravaillé ça et on a été à l'épure, puisque c'est ce que vous nous demandiez aussi. Vous disiez, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des critères plus impérieux? Et donc, on n'a pas encore fait le 360 de ça. Il faudra qu'on y revienne. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était, sur base de ce diagnostic et de la matrice d'éco-socio-compatibilité, est-ce que vous êtes capable d'identifier déjà un ensemble d'actions qu'il faudrait pouvoir mener pour pouvoir répondre à ce sujet? Mais on ne le fait pas comme point de sortie, enfin, comme plan d'action ici. Voilà, c'est déjà, ça va être de la matière à nourrir l'élaboration d'une stratégie. Moi, je comprends bien cette slide. Du coup, je comprends, je vois bien le cheminement. Ça me paraît assez clair, en tout cas à mon niveau. Je me projette assez bien par rapport à ce qu'on a fait ensemble. La slide d'avant, j'ai du mal à comprendre comment ces 3 parties-là, dynamique de performance, enjeux sociaux et enjeux environnementaux, on arrive à vraiment le décliner dans la matrice d'éco-socio-compatibilité. C'est pas limpide pour moi. Là, tu vas avoir, par exemple, tout ce qui contrevient aux limites planétaires, déjà, tout ce qui impacte de manière extrêmement dure sur le volet enjeux environnementaux. Tout ce qui impacte de manière extrêmement dure les limites planétaires, déjà, c'est éco-socio-incompatible. C'est éco-incompatible. Quel que soit le niveau d'effort fourni, je vous donne un cas. Alors, c'est un cas qui va gratter. La logistique longue distance, c'est éco-incompatible. On peut pas imaginer demain d'être, sauf, et certaines entreprises commencent à investir dedans, dont certaines entreprises de la CEC, sauf si on utilise des modes de transport totalement décarbonés. Et le seul qui vaille aujourd'hui, c'est la marine marchande à voile. Autrement dit, c'est ultra anecdotique. Ce serait la seule option et on a des entreprises qui commencent à investir dans des solutions de logistique longue distance via marine à voile.
Mais hormis ça, je veux dire, le coût énergétique de la logistique longue distance, il est incompatible avec les limites planétaires aujourd'hui, clairement. Christophe, j'affine mon propos. Je vois à peu près, finalement, tu es parti sur les enjeux environnementaux et ça me paraît ça, pour le coup, le plus clair avec les enjeux sociaux. Ce qui est plus compliqué, enfin, et peut-être que j'ai un peu mal formulé mon point, c'est la partie dynamique de performance économique par rapport, pour l'intégrer dans cette matrice d'éco-socio-comptabilité. Alors là, c'est davantage sur le modèle économique lui-même. Par exemple, si je suis Leclerc, Centre Leclerc, ma dynamique de performance et mon modèle économique aujourd'hui, le modèle économique dans sa globalité et la dynamique de performance qui y est associée, elle est éco-incompatible. Mais c'est ça. Donc, ce qu'il faut, c'est derrière, c'est traduire la dynamique de performance en modèle économique pour pouvoir le réentrer dans la matrice. C'est ça. D'accord. Et là, ça te permet déjà de positionner ton modèle économique dans la matrice. Est-ce que ton modèle économique, il est éco-incompatible ou est-ce qu'il est éco-compatible avec, avec des impacts négatifs qui sont réductibles à leur seuil incompressible? Exemple, j'ai un modèle économique aujourd'hui, je suis un vendeur d'électroménager, j'ai un modèle économique serviciel couplé à certains égards à un modèle économique performantiel. Ben, je veux dire, tu pourras difficilement faire mieux que ça, quoi. Tu fais de l'économie circulaire, tu fais plein de trucs, tu pourras difficilement faire mieux que ça. Donc là, on peut dire que tu as mis en œuvre un modèle économique qui est éco-compatible. Est-ce qu'il est régénératif? Il est éco-compatible, mais avec des impacts négatifs qui ont été réduits, sinon à leur seuil incompressible, en tout cas de manière extrêmement significative. Maintenant, il faudra voir si la dynamique de performance qui a été associée est la bonne ou pas. Hein, on a vu par exemple que dans l'exemple du lave-linge que je vous avais donné, si jamais je mets en œuvre le modèle serviciel de location centrée usage via une facturation, un loyer fixe par machine, ben, je peux faire mieux. Il y a une unité de facturation qui me permettra d'aller encore chercher le cran d'après en termes de réduction d'impact. Donc, je peux encore faire mieux. Mais même quand j'aurai mis tout ça en œuvre, je ne serai pas sur de l'impact positif net. Donc, mais bon, sauf à fermer la boîte, et à ce moment-là, il faudrait fermer 85% des boîtes sur la Terre. À un moment donné, dès le moment où on se lève le matin, on commence à dégager, à générer des impacts négatifs. Tu vois, Christophe, je comprends tout ce que tu dis dans l'explication, mais dans la limite où là, on est dans une logique de méthode, c'est moins simple pour moi de voir toutes les étapes dont tu parles, elles ne sont pas évidentes et logiques pour moi spontanément dans la méthode qui est présentée. Ben, je pense que ça va venir avec les cas et peut-être qu'il y a encore des boîtes noires qu'il va falloir éclairer. Ouais, sur la méthode, il y a peut-être moi, je trouve qu'il y a un truc encore qui n'est pas évident. À améliorer. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on en parle maintenant, mais c'est pour un feedback sur la méthode. Moi, c'est pas limpide. Tu expliques, hein, mais quand je vois ça, c'est pas limpide pour moi. Okay. Ben, on prend le point. On va voir si on peut encore affiner. Bénédicte? Ouais, peut-être, enfin, moi, ce qui me perturbe, mais peut-être c'est parce que dans les entreprises ACEC, là, j'aimerais savoir si vous êtes comme moi, c'est que comme nous, on a bossé sur la question générative et que là, tu nous dis c'est un élément de la stratégie, ça veut dire qu'on a survolé tout, on a fait le boulot de diagnostic. Pour moi, on l'a fait. On a suivi les étapes, etc. On n'a pas formellement rempli la matrice d'éco-socio-compatibilité parce qu'à l'époque, on ne nous l'a pas trop proposé. Mais on l'a fait quand même, voilà. Peut-être pas assez poussé, mais moi, ce qui m'interroge, c'est que du coup, on est arrivé à une question générative et qu'on a partagé, alors pour le coup, là, nous, avec nos 444, quoi. Donc, pour nous, elle était OK, cette question générative. Et moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire que le diag, si on le pousse à bout, peut-être qu'on s'est planté de question générative. Voilà, est-ce que d'autres entreprises, Stéphanie, par exemple, et tout ça, vous êtes dans le même cas que nous? Non, bah, en fait, moi, je m'attendais à ce que cette formation, elle pousse la question générative soit ailleurs, soit un peu plus loin que ce qu'on avait fait, parce que
je m'étais dit que de toute façon, on avait un peu survolé à la CEC. Donc, en fait, au contraire, je m'attends à ce qu'elle soit complètement challengée. Ouais. Et ça ne me pose pas de problème parce que on l'a communiqué comme ça aussi en interne. Mais Bertrand, De la même manière que la feuille de route, elle va peut-être être complètement différente que celle qu'on a écrite aujourd'hui. Mhm. Pareil pour nous, et on a le gros avantage d'être que 80 et pas 440. Mais Bertrand, peut-être tu peux me répondre juste en 2 minutes par rapport à l'accompagnement que tu nous as donné. Non, en fait, par rapport à l'accompagnement, en fait, quand tu m'as sollicité, vous étiez déjà en fait engagé sur la redéfinition de votre question générative. Donc en fait, on a continué. Maintenant, enfin, je pense que dans le diagnostic qu'on pose, qui est un peu plus complet, il n'y aura pas de remise en cause complète. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas affiner, ça ne veut pas dire en fait qu'on va, voilà. Mais il n'y aura pas de remise en cause complète parce que je pense que le travail qui a été fait quand même pour arriver en fait à cette question générative, comme tu l'as dit, hein, il y avait eu plusieurs sessions, ça s'est pas fait en fait comme ça, en fait, c'est un bout de coin de table. Donc ça a été travaillé, ça a été travaillé avec vous, ça a été réfléchi, ça a été, enfin voilà, je pense qu'il y a du boulot derrière. Moi, je pense aussi que vous avez quelque chose qui va être robuste et si ça bouge, c'est à la virgule, tu vois. Mais je pense que vous avez quelque chose de solide déjà. Ok. Bon. Après, vous aviez déjà fait, non, mais vous aviez déjà fait votre bilan carbone, vous avez déjà travaillé sur votre empreinte biodiversité, etc. Donc, enfin, même si on ne l'a pas qualifié comme là, en fait, on vous dit de le qualifier, vous aviez les choses en tête. Vous aviez déjà, voilà, ce que disait votre bilan carbone, vous le saviez, sur la biodiversité, vous saviez, ce sur quoi vous pêchez, et au contraire, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est toujours ce que je vous ai dit, hein. Vous, justement, Terre Idéale, vous avez cette chance-là, c'est d'avoir une connexion au vivant. Et donc là, il faut vraiment appuyer sur ce champ-là. Voilà, donc, je ne pense pas en fait qu'on soit, on soit dans le mauvais sens en fait par rapport à ce qui a été fait chez vous. Me voilà rassurée. Simplement, là, on vient simplement en fait renforcer, c'est ce qu'on a dit, on vient qualifier un peu plus les choses pour être sûr de justement de poser la bonne question. Il est 19h03. On avait dit qu'on terminerait à 19h, ce qui est déjà une heure pas mal. Est-ce que, alors, je viens de repasser un peu en revue les différentes questions et interpellations que vous nous aviez posées au début. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans les clous et qu'on a couvert l'essentiel. Est-ce que vous partagez? Est-ce que on clôture là ou est-ce que vous avez vraiment encore un truc important à aborder, mais on le fera rapidement pour permettre aux uns et aux autres de se libérer puisqu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 19h. Ou est-ce que pour vous, on a fait un bon tour de la question et vous êtes satisfait de cet échange? Parfait pour moi. OK pour moi aussi. Super, merci. Moi aussi. Ouais, on est bon. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous et on vous souhaite de passer une belle fin de journée. On a hâte de vous retrouver à Paris et puis tout le meilleur à vous d'ici là. D'ailleurs, je passe un petit message à Edouard. Émilie, chez nous, te contactera pour la partie organisation. Et puis, si les uns et les autres, vous avez besoin d'un logement sur Paris, on va essayer, si vous voulez qu'on le gère aussi de façon coordonnée comme la dernière fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail rapidement parce qu'on voit que les hôtels quand même sur Paris, c'est pas évident et les prix sont assez élevés, mais on peut essayer de gérer ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Un grand merci à vous. Passez une belle soirée et à très vite. Carrément, à bientôt à tous. À bientôt. Au revoir, bonne Salut. soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut Salut Sophie. Arrêtez,